Bienvenue à Info IPS, votre balado santé vulgarisé par nous, les infirmières praticiennes spécialisées. Je m'appelle Valérie Saillant. Et moi, Kim Provencher. Aujourd'hui, Valérie, on parle des problématiques associées au sommeil. On parle, c'est quoi avoir une bonne hygiène du sommeil? On va vous donner des outils concrets pour essayer de vous aider. Absolument. Puis, on a professeure Caroline Arbour qui a un post-doctorat en sommeil. C'est une experte dans le sujet. Elle va venir nous donner des stratégies puis nous expliquer aussi c'est quoi avoir un bon sommeil. Ça va être une super belle discussion. Bonne écoute. Ce balado santé vous est présenté par l'AIPSQ avec le soutien de l'École des sciences infirmières de l'Université de Sherbrooke, de la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal, des programmes d'IPS de l'Université du Québec à Rimouski, ainsi que du département des sciences infirmières de l'Université du Québec en Outaouais. Les renseignements partagés dans ce balado ne remplacent pas l'avis d'un professionnel de la santé. Caroline, bienvenue à Info IPS. Bien, merci de me recevoir. Caroline, c'est un épisode qui est présenté par la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal où tu es professeure. Oui. Parle-nous de ton parcours infirmier. Comment t'es-tu rendue comme professeure à l'université? Donc, tout d'abord, j'ai fait une technique au Collège de Maisonneuve. J'ai terminé en 2003, donc ça ne me rajeunit pas. Et tout de suite, j'ai commencé à travailler sur des unités de soins critiques, ce qui m'interpellait beaucoup. Ensuite, rapidement, j'ai poursuivi au baccalauréat. C'était important pour moi de devenir infirmière clinicienne pour avoir une pratique avancée dans mon quotidien. Puis au fur et à mesure que je faisais mon baccalauréat, il y avait des réflexions pendant ma pratique, particulièrement chez les patients qui étaient dans un état sédationné aux soins intensifs ou même dans un état comateux à la suite d'une blessure cérébrale acquise. Autant moi comme clinicienne que les familles, on se questionnait à savoir si ces patients-là percevaient les sons qui les entourent, les voix, percevaient la douleur. Et quand je faisais des recherches documentaires ou que je discutais avec des collègues de l'équipe interdisciplinaire, je me suis rapidement rendu compte qu'il n'y avait pas tant d'évidence à ce sujet-là pour guider nos soins, nos protocoles. Donc, c'est ce qui m'a guidée à aller vers le doctorat pour avoir une formation en recherche. Wow. Où je me suis vraiment spécialisée dans l'évaluation de la douleur chez les personnes qui ne communiquent pas aux soins intensifs, incluant les personnes avec des blessures cérébrales. Et par la suite, j'ai voulu raffiner ces compétences-là, en fait. Donc, je suis allée faire un post-doctorat au Centre d'études avancées en médecine du sommeil à Montréal. Et aussi, j'ai passé plusieurs mois au groupe COMA en Belgique. Donc, je suis devenue une spécialiste des états de conscience altérés, autant pathologiques que pas pathologiques, en lien avec la sédation, le sommeil, le coma. Donc, moi, là, c'est ma tasse de thé. J'aime ça, parler de conscience. Wow! Bien, on est super contente de t'avoir avec nous. On parle de sommeil aujourd'hui, donc ça va être une très belle discussion. Bravo pour ton parcours, c'est super inspirant. On commence ça avec des questions. Des vrais ou faux? Donc, notre tradition, on part ça. Tu es prête? Oui. L'insomnie fait partie des troubles les plus répandus dans la population. Oui, en fait, c'est le trouble le plus répandu. Le manque de sommeil peut être compensé entièrement la fin de semaine. C'est faux. Oui, ça serait le fun. Le café l'après-midi n'a pas d'impact sur le sommeil. C'est faux également. Même en mode nuit, les écrans nuisent à notre sommeil. Oui, c'est vrai. Le sommeil devient moins important en vieillissant. C'est faux. L'insomnie, c'est seulement avoir de la difficulté à s'endormir. Très faux. Très faux. Une des principales causes des troubles du sommeil est une routine inadéquate. Partiellement vrai, mais il y a d'autres éléments également, mais en grande partie, oui. OK, on va en reparler. Faire de l'exercice tard le soir empêche de dormir. C'est faux. Les études récentes montrent que c'est faux. Ouais. Les somnifères règlent les troubles du sommeil à long terme. C'est faux.
J'en ai une autre question pour toi. Oui. Dans ta pratique au quotidien, au travail, tout ça, est-ce qu'il y a des mythes que tu entends un peu plus par rapport au sommeil ou que tu entends un peu plus souvent qui reviennent? Perdre 1 heure de sommeil, c'est pas grave. Donc, on est une société qui est très stressée, qui est beaucoup dans la performance. Donc, quand on doit accomplir beaucoup de choses dans une journée, ce qui prend le bord, souvent, c'est le sommeil. Donc, de penser que si je coupe de mon sommeil d'1 heure, ça sera pas bien grave. Oui, je vais être un petit peu fatiguée le lendemain, mais ce qu'on sait d'après les études, c'est que 1 heure de sommeil de moins, ça prend 4 jours sur le plan cellulaire à se rétablir. Donc, c'est vraiment pas banal. Oh là là. Donc, de penser que juste de manquer un peu de sommeil, il n'y a pas d'impact sur notre santé, en fait, c'est un grand mythe qui est véhiculé, en fait. C'est quoi le sommeil? Donc, le sommeil, en fait, c'est une période dans notre journée transitoire d'altération de conscience. Donc, c'est une période qui est très importante, autant pour la santé physique, mentale que cognitive. C'est une période pendant laquelle il y a beaucoup de processus. En fait, c'est une période où on est relativement immobile ou inerte sur le plan comportemental, mais c'est une période pendant laquelle notre corps, nos cellules, notre cerveau, c'est une période très active sur le plan des processus biologiques, en fait. Donc, c'est une période pendant laquelle nos cellules se régénèrent, tous les processus immunitaires s'enclenchent. Les hormones, la régulation hormonale. Donc, on sait que si on dort bien, on a plus de facilité à maintenir un poids santé. Ça a un lien avec notre métabolisme. Le sommeil, c'est inflammatoire aussi. C'est anti-inflammatoire. Donc, pour les gens qui se rétablissent d'une condition de santé à composante inflammatoire, on a tout intérêt à bien dormir. On va mieux cicatriser, à post-chirurgie. Donc, bref, le sommeil, c'est très important. Il y a une période aussi par rapport aux neurones pendant la nuit où il y a un nettoyage des dépôts protéiniques, là. Et ce nettoyage-là des méninges est très important pour nous garantir une bonne santé du cerveau à long terme, prévenir les maladies neurodégénératives. Donc, bref, le sommeil, c'est très important pour la santé. C'est essentiel, en fait. Ouais. Souvent, moi, je dis que c'est comme une deuxième partie de notre journée. T'sais, on a la journée où on fonctionne, où on est conscient, mais cette partie-là de la journée où le reste du corps est en dormance, mais toutes les fonctions essentielles que tu as nommées sont mises en action. Fait que c'est vraiment tout aussi important. Tu as parlé des différentes fonctions. Il y a la mémoire aussi, hein, Tout à fait. Quand on étudie, on apprend des choses, de consolider les apprentissages. Donc, à l'enfance, à l'adolescence, c'est toujours important. Ça. Donc, autant pour les enfants sur les bancs d'école, mais les plus vieux aussi, quand on fait des retours aux études ou etc., ce qu'on sait, en fait, c'est que lorsqu'on apprend de la nouvelle information, des nouvelles tâches, qui sollicitent notre mémoire de travail, si on a un bon sommeil dans les heures qui vont suivre cet apprentissage-là, l'apprentissage va davantage être consolidé. Donc, en fin de session, c'est pas le temps de couper nos heures de sommeil. Au contraire, c'est le temps de bien dormir, de faire des power naps dans la journée, là, dans le milieu de nos séances d'études. Combien de temps ça serait idéal? Donc, pour les power naps, là, la littérature montre que pour optimiser la rétention cognitive, la consolidation d'informations, une sieste optimale, c'est 20 minutes. OK, j'avais 12 en tête. Oui, c'est 20 ça. minutes. Okay. 20 minutes, c'est vraiment, tu sais, si on compte un petit peu qu'il y a un relâchement musculaire au début, là, tu sais, puis qu'on rentre dans notre bulle. Donc, les études montrent que c'est alentour de 20 minutes. Pas plus que ça, parce qu'on a tendance à rentrer dans des stades de sommeil un petit peu plus profonds par la suite. Puis c'est plus difficile, en fait, de se réveiller. On a tous fait ça, là, dans notre vie, faire une sieste à un moment donné, une longue sieste, puis on se réveille, puis on dit, mon Dieu, il me semble que je suis plus fatiguée que quand j'ai été me coucher, on est comme un peu mêlés. Là. Mal au cœur, le cœur qui palpite, on fait pas bien. C'est bizarre. Hein? Donc, en tout cas, pour la fonction cognitive, la littérature est relativement claire. Là. Un power nap là, pour optimiser les performances là, du cerveau, c'est 20 minutes.
Puis ça, on parle des étudiants, là. Des étudiants, mais les gens qui sont au travail également, qui ont un travail qui leur demande de travailler avec leur cerveau, là. Donc, par exemple, moi, je suis chercheur, donc des fois, j'ai une demande de subvention là, qui me demande un effort d'attention et de concentration soutenue. Donc, des fois, j'utilise les power naps là, dans des périodes de rédaction intensive. Donc, je pense que ça peut s'appliquer à tout le monde là, qui c'est ça. Oui. Puis, est-ce que, des fois, on n'arrive pas à s'endormir en faisant une pause cognitive, si on veut? Est-ce qu'il y a un bénéfice quand même à fermer les yeux, à se reposer, mais sans nécessairement tomber dans un état? Tout à fait. Okay. Les études montrent que le sentiment subjectif d'avoir dormi pendant la sieste n'est pas tant prédicteur de la capacité à la sieste d'être ressourçante. Je ne sais pas si je le dis bien, mais il y a des gens qui, pendant 20 minutes, vont avoir l'impression juste d'avoir fermer les yeux puis d'avoir été relax sans s'être vraiment endormi, mais ils vont ressentir quand même des gains. Tandis qu'il y a d'autres personnes qui vont s'assoupir beaucoup plus rapidement, vont sentir des gains aussi. C'est très subjectif, le sommeil. Ouais. Mais le but, c'est de faire une pause au niveau du cerveau, un repos. Ouais. Et il y a des gains, même si on n'a pas l'impression d'avoir dormi profondément, là. Ce serait de rester prudent aussi pour ne pas venir nuire justement à notre sommeil, parce que des fois, on en parle aussi dans les gens qui auraient des problématiques associées au sommeil, d'éviter les siestes. Oui, c'est ça. Oui, là, on est dans deux choses différentes. Plus particulier. Ouais. Oui. Ça serait quoi avoir une bonne nuit de sommeil? Bien, une bonne nuit de sommeil, en fait, c'est une nuit... C'est très subjectif, ce que c'est, une bonne nuit de sommeil. C'est quand on se lève le matin et on se sent ressourcé, en fait, et apte à affronter notre journée. C'est ça, une bonne nuit de sommeil, tu sais. Donc, c'est très subjectif. Donc, il y a des gens qui vont se réveiller souvent la nuit, mais ils vont se rendormir vite. Donc, au bout du compte, là, cumulativement, toutes les heures de la nuit, ils vont avoir leurs heures de sommeil en quantité puis en qualité, puis ils vont être très ressourcés, tu sais. Puis il y a des gens, en fait, qui vont se réveiller une fois dans la nuit, mais ils vont tellement avoir de la difficulté à se rendormir que ça mine complètement leur durée et qualité de sommeil, puis eux vont être très affectés Donc, c'est très subjectif ce qu'est une bonne nuit ou pas une bonne nuit. Donc, en clinique, en thérapie de sommeil, on part beaucoup de la perception des gens. C'est quoi une bonne nuit de sommeil pour eux? Qu'est-ce qu'ils vivent actuellement? Puis on essaie de voir ce qu'on peut faire pour ramener la personne à ce qu'elle perçoit comme étant une... Oui, puis c'est tellement une raison de consultation qui est fréquente. Tu m'en as parlé. Moi, je le vois aussi beaucoup. Donc, un ou l'autre, la fatigue ou une perception négative de la qualité du sommeil. Allons un peu dans la structure brièvement, juste pour que les gens comprennent bien. On a parlé de la qualité, donc c'est la perception que le sommeil soit récupérateur. Oui. Donc ça varie d'une personne à l'autre. Oui. Comme la fatigue. Tu sais, la fatigue, on est tous fatigués, mais essentiellement, à quel point on est fatigué? Est-ce qu'on est capable de faire notre journée? Mais on a différents stades, sans aller trop dans la théorie. Tu parlais de tomber dans un sommeil profond tantôt avec la sieste. Donc, c'est quoi l'architecture optimale du sommeil? Donc, c'est ça. On a à peu près 4 stades de sommeil. Donc, il y a la phase d'endormissement qui ne devrait pas durer très, très longtemps. Là. C'est la phase à partir de laquelle on pose notre tête sur l'oreiller et on se détend. Combien à peu près de temps? Donc, ça devrait durer moins de 30 minutes pour s'endormir. Puis, même 30 minutes, moi, je trouve ça long, mais cliniquement, là, à moins de 30 minutes, on est content. Bon. Par la suite, on a un stade de sommeil qu'on appelle plus lent, qui se sépare en 2 phases. Il y a le sommeil lent léger, qui dure une bonne 40aine de minutes. Donc, une relaxation musculaire progressive. La respiration va ralentir, nos muscles se relâchent, notre température corporelle s'atténue progressivement. Mais à cette période-là, on est encore facilement réveillable. Donc, si votre adolescent rentre là, par la porte du garage, vous allez l'entendre très, très bien. Si votre conjoint se met à ronfler, vous allez l'entendre très, très bien encore. Vous êtes facilement réveillable. Par la suite, un coup que ces 40 minutes-là sont passées et que vous êtes en état de
relaxation quand même assez soutenu, vous allez tomber dans un stade de sommeil lent profond. Ce stade-là dure à peu près 20-25 minutes et il est super important parce que c'est la phase la plus, je ne sais pas si c'est un beau mot en français, mais restaurative ou restauratrice pour le corps et les cellules. Donc, c'est là que toutes nos hormones de croissance sont libérées pour régénérer nos cellules. Donc, toute la consolidation de la mémoire se fait vraiment majoritairement là. Le nettoyage des méninges que je parlais précédemment, les processus anti-inflammatoires. Donc, c'est vraiment une partie qui est très importante pour la santé. Et ensuite, quand on a terminé cette phase de sommeil lent profond-là, on tombe dans un sommeil qu'on appelle le sommeil paradoxal. Le sommeil paradoxal, on l'appelle paradoxal de façon très simple, c'est que notre corps est en profonde inertie, on est presque en paralysie, au niveau musculaire. Mais si je vous mets un casque 2G sur la tête, vos ondes cérébrales sont très, très, très actives. Ce serait quoi un casque 2G? Donc, c'est différentes électrodes qu'on vous met sur le cuir chevelu qui nous permet d'enregistrer vos ondes électrophysiologiques du cerveau et de coder les stades du sommeil, là. Donc, si je vous mets ce type de casque-là, je vais remarquer pendant le sommeil REM que vous êtes en très grande activité cérébrale, or que vous êtes pratiquement paralysé dans le lit. Donc, pendant ce stade-là, vous ne bougez vraiment pas sur le plan comportemental, mais ce qu'on sait, c'est que c'est la phase du sommeil où ce que votre cerveau va vraiment intégrer et traiter tout le contenu émotif de votre journée. Donc, c'est la partie du sommeil où ce qu'on rêve. OK. Donc, votre cerveau va faire du ménage. Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je garde pas? Ah, ça m'a vraiment perturbé. Hein? Donc, je vais le garder ou ça, bon, pas vraiment. Donc, c'est vraiment une partie qui est très importante pour la santé mentale, la gestion des émotions. Donc, ce cycle-là, ces 4 étapes-là prennent à peu près entre 90 et 120 minutes à faire et ils se répètent sous forme de cycle 4 à 6 fois par nuit. OK. Et donc, c'est un peu ça. Puis, un des particularités, c'est qu'elles ont lieu, ces étapes-là, de façon consécutive. Donc, je dois absolument passer par un sommeil lent léger avant d'aller vers le sommeil lent profond et éventuellement vers le REM. Ça suit toujours la même séquence. Donc, si je passe ma nuit à me réveiller, bien, j'ai de la misère à aller chercher mes stades profonds et mon REM qui est très important pour ma santé et ma récupération. Puis est-ce qu'il y a un nombre de cycles qui surviennent davantage dans une partie de la nuit, avant telle heure? Parce qu'on entend souvent qu'il y a un bénéfice avant minuit. Oui, ça, c'est plus ou moins vrai. Ce qu'on sait, par exemple, c'est que pendant les premiers cycles, tu sais, ce qu'on sait, c'est qu'on a tendance à avoir des plus longues périodes de sommeil lent profond, puis des périodes REM un peu plus courtes. Et au fur et à mesure que la nuit avance, le sommeil lent profond diminue, puis le REM prend plus de place. C'est pour ça que quand on se réveille le matin, avant notre réveil, nos souvenirs de nos rêves sont plus vivides. C'est juste parce qu'on a rêvé un peu plus longtemps, en fait. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui s'en rappellent, d'autres pas? Ah, ça, c'est une grande question. Il y a des gens qui nous demandent, ils nous disent « Ah, moi, je rêve pas. » C'est très peu probable que vous rêvez pas, à moins d'avoir une condition physiologique ou d'être sous l'effet de certaines substances qui atténuent le REM. Ça existe, il y a des médicaments qui coupent le REM. Donc, dans ces cas-là, c'est vrai, vous ne rêvez pas. Okay. Le cannabis, inhalé également, le THC dans le cannabis est un suppresseur de REM. Donc, les gens qui consomment du cannabis en inhalation avant d'aller faire dodo, il est fort probable qu'ils n'ont pas de REM. Donc ils n'atteignent pas ce stade de sommeil-là. Non, c'est donc ça, ou très, très peu. Très peu. Puis ça, en fait, ça a un impact sur, justement, la gestion émotionnelle. Oui, l'irritabilité, c'est ça. Okay. Donc, il y a la gestion du stress au quotidien. Donc, il y a des effets dans le quotidien qui se répercutent. C'est sûr que si, là, je ne vais pas faire la promotion, mais si c'est un comportement qui est occasionnel, il n'y a pas tant d'impact. Mais il y a des gens qui consomment du cannabis quasi quotidiennement. Mais ça fait partie des solutions. Il y en a, moi, de mes patients, que pour dormir, ils vont prendre du cannabis. Là. Le CBD. Oui.
C'est le THC qui coupe le REM. Le CBD ne coupe pas le REM. Donc le sommeil. Des gélules, le CBD, tout ça. Les études sont encore à des stades préliminaires. Le CBD, ce que ça fait, c'est vraiment un anxiolytique. Ça aide beaucoup à la détente. Donc, pour les personnes qui font beaucoup de rumination avant de s'endormir, là, ça peut être vraiment aidant pour ça, pour vraiment se détendre. Mais les études sur l'impact du CBD sur vraiment l'architecture, la consolidation du sommeil, puis pour aller chercher nos stades plus profonds, les évidences sont encore un peu parsemées. Mais ça peut pas nuire pour quelqu'un qui a vraiment de l'anxiété puis qui voit un gain, là, donc en début de nuit. Là, j'ai une question très 2025-2026. On a des montres intelligentes, on a des appareils qui... Il y a beaucoup de... On parle du sommeil de plus en plus, de l'importance, de la quantité, de la qualité. Puis là, on a des scores sur notre montre. À quel point est-ce qu'on peut se fier à ça? Parce que tu parlais tantôt qu'il y avait les EEG qui étaient très précis, mais est-ce que c'est aussi précis... Ça, c'est une très bonne question. Donc, depuis les dernières années, il y a eu une démocratisation des appareils pour mesurer le sommeil. Donc, avant, ce qui était réservé au médical, maintenant, se téléverse dans la population. Donc, oui, on peut monitorer notre sommeil. Donc, là, tu me pointes ta montre. Mais en fait, il y a maintenant des applications qu'on peut mettre sur notre téléphone ou notre tablette, qu'on peut laisser sur notre table de chevet, puis qu'il enregistre les sons, si on ronfle, ou etc. Okay. Bon, puis on peut mettre un bracelet là, au niveau de notre bras, puis c'est connecté à la tablette. Il y a les bagues, donc il y a des bandeaux, j'ai vu des pyjamas intelligents, il y a des dispositifs qu'on peut glisser sous le matelas, sous l'oreiller. Écoute, c'est tout un marché. Okay. Ce qu'il faut savoir, en fait, en tout cas, je vais vous parler davantage des bijoux parce que c'est ce que le monsieur, madame, tout le monde dispose de plus. Ouais. Autant la montre que la fameuse bague Oura. Là. Donc, en fait, ce que la Fondation... de sommeil, chaque année, font leur top 10. Puis eux autres, ce qu'ils regardent, en fait, c'est les paramètres qu'on vous donne à partir de ces dispositifs-là. Est-ce qu'il y a des études qui ont contrevalidé ce que la montre vous donne ou la bague en comparaison avec le gold standard ou la valeur étalon qui est la polysomnographie? Puis, dans les 5 dernières années, ces bijoux-là se sont grandement améliorés. Ce qu'on sait, ce que les grands chercheurs qui travaillent dans ce domaine-là disent, c'est qu'il y a eu beaucoup de raffinement dans les sensors, dans les sensors. Parce que c'est comment qu'ils déterminent vos stades de sommeil? C'est en monitorant votre température corporelle qui chute à certains moments dans la nuit et s'élève dans d'autres. Ils monitorent également votre fréquence cardiaque, la variabilité cardiaque, etc. Et on est capable maintenant, aujourd'hui, de prédire quand même vos stades de sommeil avec quand même beaucoup de précision avec ces paramètres-là. Donc, c'est quand même fascinant de voir la précision que les dernières versions, là, les dernières générations de ces dispositifs-là donnent. C'est pas 100% valide. Non, donc, ils ont tendance, par exemple, à sous-estimer les micro-éveils, par exemple. Mais pour le temps total de sommeil, grossièrement, le temps que vous passez en sommeil plus lent puis sommeil plus rapide, REM, sont quand même pas mauvais. Il y a des meilleures marques que d'autres. Par exemple, on sait que la bague Oura a 4 sensors. Elle est très précise, en fait. Donc, c'est souvent nommé comme un des meilleurs dispositifs en termes de précision. La Apple Watch, la dernière version de l'Apple Watch performe très, très bien en comparaison des polysomnos. Mais comme consommateur, il faut toujours prendre ça avec un grain de sel. Ça remplace pas une consultation avec un thérapeute du sommeil ou une IPS ou quelqu'un qui s'y connaît. Et puis, en cas de doute sur des problèmes dans votre architecture de sommeil, c'est sûr qu'il faut aller avec des investigations un petit peu plus précises
comme en laboratoire de sommeil. Avec il ne faut pas devenir obsessif non plus. Il y a des gens qui deviennent obsédés, ça peut nuire au sommeil. Je suis vraiment d'accord avec toi. On observe ça depuis quelques années déjà. Donc, c'est cette fascination à s'auto-monitorer par rapport au sommeil, ce qui devient très contre-productif au sommeil. Ce qu'on veut, le sommeil, ça fait partie de notre vie, c'est un comportement qui est naturel. On ne peut pas le micro-contrôler comme qu'on contrôle d'autres sphères de notre vie. Puis, le fait d'avoir accès à ces données-là, le danger, c'est qu'on devienne hyper contrôlant dans le sommeil, alors que des fluctuations dans notre qualité de sommeil, c'est tout à fait normal. On ne peut pas avoir une nuit extraordinaire tous les jours. C'est normal d'avoir des fois des mauvaises nuits. Puis ça n'a rien à voir avec... c'est ça l'arrive. Là. Donc, il y a beaucoup de facteurs à contrôler. Fait que il faut prendre ça avec un grain de sel. OK. Ça. Le nombre d'heures de sommeil qu'on recommande, je sais que ça peut varier d'une personne à une autre. Oui. Ça serait un enfant, un âge exact. Ce serait quoi à peu près les valeurs normales ou ce que tu recommandes? Donc, les recommandations pour les adultes de 18 à 65 ans, c'est que la majorité des adultes doivent essayer d'avoir entre 8 et 9 heures de sommeil par période de 24 heures. OK. Donc, c'est pas juste la nuit, par période de 24 heures. Et chez les personnes de 65 ans et plus, c'est plus autour de 7 à 8 heures par période de 24 heures. C'est important de dire par période de 24 heures parce que on a des gens qui travaillent de nuit, donc ils vont dormir au retour à la maison pendant une petite période, puis ils vont reprendre une sieste plus tard. On a des... Donc l'important, c'est d'avoir assez d'heures de sommeil dans votre 24 heures, OK? Mais c'est quand même quelque chose qui est individuel. On a des cours dormeurs, des gens que même si en clinique ou en recherche, j'essaie de faire dormir 8 heures, ils ne seront pas capables. Mais ils sont pas souffrants de ça. Là. Ils sont énergisés, ils sont revigorés. Eux autres, ils dorment 6 heures par période de 24 heures, puis ça leur suffit amplement. Donc, c'est mes cours dormeurs. Puis j'ai mes marmottes. Mes marmottes, là, eux autres, là, ça fait depuis longtemps, ils en ont besoin beaucoup, beaucoup de sommeil. Là. Ils le savent. Ah, moi, j'ai besoin de dormir là, pour me sentir là, pleinement ressourcée. Ils se connaissent. Fait qu'eux, on va aller un petit peu plus... fait que la majorité de la population va dans ces tranches de temps-là que je viens de vous faire part, mais c'est ça, on a des prédispositions, des inclinaisons naturelles à être un peu marmotte ou un petit peu moins... Y a-t-il quelque chose de génétique là-dedans? Oui, tout à fait. OK, parce que même avec les enfants, moi, je veux dire, il y a des enfants qui dorment oui. pas, des enfants qui dorment full. Oui. Là, les parents sont un peu déstabilisés, mais il y a quelque chose d'intrinsèque, d'inné par rapport à ça. Même chose pour les chronotypes. C'est très intrinsèque, c'est très génétique, c'est-à-dire les chronotypes tard ou tôt, c'est-à-dire il y a des personnes qui sont très matinales, donc ils vont se lever très tôt puis ils vont être très performantes. Puis il y en a d'autres que eux, c'est des oiseaux de nuit. Mais c'est dans leur ADN, tu sais. Donc, puis est-ce que le fait d'avoir moins besoin d'heures de sommeil, ceux qui dorment 5-6 heures, mais qui sont efficaces, est-ce qu'il n'y a pas un impact quand même sur tout l'aspect biologique qu'on a parlé des bénéfices du sommeil, même si le ressenti est positif, mais... Oui, ça rattrape-tu à un moment donné? Oui, au niveau immunitaire. Bien, les études sont... C'est sûr que les études longitudinales, tu sais, c'est difficile de faire ce type d'association-là parce que c'est beaucoup des études dose-réponse. Tu sais, ça demande de suivre des cohortes dans le temps longtemps puis de leur demander d'être très assidus, de nous rapporter leur temps, d'avoir des marqueurs. Mais le vécu subjectif est très important dans le lien sommeil-santé. C'est pour ça qu'en clinique, on donne une prédominance au vécu subjectif. Même si la polysomnographie, nos tests quantitatifs sont normaux, mais que la personne dit qu'elle dort mal, on va la traiter. Parce que le lien entre le vécu subjectif et ce qui se passe par rapport à la santé mentale, notamment, est très, très fort. Donc quelqu'un qui dort 6 heures par nuit, mais qui se sent pleinement ressourcé, puis qui se sent bien, il n'y a pas de danger à long terme qui la guette, cette personne-là, parce que c'est une courte dormeuse, tu sais. Tu parlais tantôt des gens qui travaillaient de nuit. Oui. Quelqu'un qui dormirait 8 heures le jour versus la nuit. Moi, j'avais déjà lu quelque chose par rapport à ça, l'obésité, les maladies chroniques, le fait de travailler de nuit.
Oui, c'est ça. C'est complexe. Il y a tout un pan d'études par rapport aux gens, aux travailleurs de nuit. C'est sûr que, en dépit du fait qu'on essaye plein de choses, puis peu importe ce qu'on va dire, on n'est pas fait pour travailler de nuit, tu sais. En fait, la majorité du monde, là, on est plus de chronotype tôt, là, on est performant dans le jour, puis en soirée, on se relaxe, puis on s'en va faire dodo. Donc, à part d'être vraiment des vrais oiseaux de nuit, là, que nous, on vit notre best life la nuit, là, c'est bien, bien rare, mais on n'est pas vraiment fait sur le plan cellulaire métabolique pour vivre de nuit. Donc, c'est sûr que les études montrent que quand les personnes sont quand même capables d'aller chercher leur durée puis leur qualité de sommeil de jour, ou des fois c'est fragmenté, ils vont faire un 5 heures en revenant du travail, donc ils vont se coucher, je sais pas moi, entre 9 heures le matin et 1 heure l'après-midi, ils vont se lever un peu, puis après ils vont faire une sieste avant de retourner travailler, mais au total, dans leurs 24 heures, ils ont peut-être un 7 bonne heure de sommeil, tout ça. Les effets du travail de nuit sur la santé sont quand même minimes, tu sais. Le problème, c'est que les gens ils ont de la difficulté à dormir dans le jour, tu sais. La lumière, le bruit, donc c'est ça. Puis aussi, ce qu'on sait, c'est que quand on a de la difficulté à aller chercher nos temps de sommeil, là. Tu sais, on est plus fatigué, puis on est moins actif physiquement. Dans la nuit, qu'est-ce qu'on fait quand on travaille de nuit? Maintenant, on est fatigué, on va rester réveillé, on va grignoter, puis on va avoir tendance à se jeter sur davantage des aliments qui sont hauts en calories, peut-être pauvres en valeur nutritive, sucrés. Fait que, tu sais, il y a tout un amalgame de comportements avec le travail de nuit ou de circonstances, de conditions qui font en sorte que c'est des gens qui ont peut-être plus tendance justement à développer du diabète sur le long terme puis tout ça, mais c'est vraiment, il y a des trucs qui peuvent être mis en place pour optimiser ça, tu sais, fait que... On parlait dans Les Vrais ou Faux qu'on pouvait compenser une dette de sommeil par une fin de semaine où on va rattraper. Oui. La réponse était faux. Oui, ça c'est un des grands mythes. Ouais. Oui. Donc, en fait, ce qu'on sait, bien là, je reviens un peu sur ma statistique choc du début. Juste 1 heure de sommeil perdu, OK, de dette de sommeil d'1 heure là, dans votre semaine, ça va prendre 4 jours à récupérer sur le plan cellulaire. Donc, un des aspects qu'on voit souvent en clinique, c'est que des gens coupent leur sommeil dans la semaine parce qu'ils ont plein d'obligations professionnelles, familiales, etc. Et ils se disent, bien, hey, en fin de semaine, j'ai le temps de dormir. Fait que je vais avoir le temps de récupérer. Donc là, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont faire la marmotte dans le lit tout le week-end. Mais là, arrive le dimanche, puis là, ils veulent se coucher de bonne heure parce que le lendemain, bien, il faut qu'ils prennent le pont. Là. Fait que là, le cadran, il est seté pour 5h30, 5h. Mais là, ils se sont levés tard toute la fin de semaine, tout ça. Fait que là, arrivé le dimanche, mais je suis plus capable de me rendormir. Fait que là ils vont être... Ils vont avoir de la difficulté à s'endormir, tout ça. Fait qu'il y a comme un décalage de force. Puis là, ils vont comme débalancer leur semaine, leur sommeil de la semaine suivante. Donc, c'est très contre-indiqué, en fait, de faire ça. Le plus grand pilier du sommeil, d'un bon sommeil, autant en qualité qu'en quantité, c'est la régularité. C'était mon point. De maintenir le sommeil régulier, la semaine et le week-end, c'est le plus grand pilier pour avoir un sommeil de bonne quantité. C'est dur à faire. Très dur. C'est dur à faire, les soirées, on veut avoir une vie sociale, mais c'est vrai que c'est ce qu'on recommande. Est-ce qu'il y a des trucs, par exemple, que tu donnes à tes patients justement pour favoriser cette régularité-là? Bien, tout d'abord, il y a une prise de conscience qui doit être faite. Donc là, on parle de démystifier. Faire un journal. Faire un journal. Aussi. C'est ça. Ils peuvent faire un journal de sommeil. Des fois, ils ne sont même pas conscients, en fait, qu'ils maltraitent leur sommeil. Donc, prioriser le sommeil, faire un journal, un agenda de sommeil qu'on appelle. Il y en a qui sont disponibles là, sur des sites Internet grand public. Également, pas hésiter à utiliser des alarmes, des aides-mémoire, etc. D'ailleurs, s'il y a des gens qui veulent faire un exercice d'agenda de sommeil là, pour s'aider, il y a le site Internet Dormez là-dessus, qui est un site Internet vraiment pan-canadien, autant en français qu'en anglais, qui est une campagne nationale de sensibilisation pour le sommeil qui existe depuis quelques années.
c'est un site qui est une vraie mine d'informations sur le sommeil. Puis il y a des outils justement pour aider à régulariser le sommeil au quotidien, dont des agendas de sommeil qui peuvent être téléchargés gratuitement pour suivre les gens dans leur quotidien. Mais c'est quoi les grandes erreurs que les gens font? Pourquoi autant de gens ne dorment pas? Il y en a plusieurs. Une qui est fréquente, c'est de dormir avec leur animal de compagnie. Donc ça, c'est très fréquent. Comment ça? À part les bébites que ça peut amener dans notre lit, là, mais qu'est-ce que... Bien, en fait, ce qui arrive, c'est que dormir avec un animal de compagnie, les études montrent que c'est bon pour l'endormissement. Donc, il y a un effet... un ronflement. Oui, c'est ça. Il y a un petit effet calmant. On se sent en sécurité. On est en cocooning avec notre animal en début de nuit. Mais au fil de la nuit, les études montrent que pour la plupart des gens, là, je ne voudrais pas recevoir des lettres de bêtises. Il y en a qui c'est peut-être thérapeutique. Non, je comprends. Il ne faut pas tout généraliser. Non, mais pour la plupart des gens, en fait, c'est que ça va nuire à la consolidation du sommeil. C'est-à-dire que les gens vont avoir tendance à plus se réveiller lorsqu'ils dorment avec un animal de compagnie pour plusieurs raisons. Premièrement, l'animal bouge là, au fil de la nuit, donc ça fait un stimuli de plus là, dans le lit. Les animaux nous réchauffent, alors que ce qu'on veut sur le plan cellulaire, c'est diminuer la température corporelle. On est bien quand on est au frais, mais souvent, ils nous réchauffent à un moment donné. Donc, ce qui était plaisant en début de nuit, là, quand on se glisse sous les couvertes, mais ça nous réveille, tout ça. Puis, surtout les chats, là, je voudrais pas me faire tirer des tomates sur les chats, mais les félins, en fait, en général, ont des rythmes circadiens. C'est des animaux qui ont tendance à avoir des rythmes de vie un peu de nuit. Fait qu'ils vont se lever, ils vont aller brasser croquettes, ils vont revenir dans le lit. Donc, les chats en particulier ont tendance à perturber le sommeil. Donc, ce que les gens recommandent, c'est souvent de maintenir l'animal dans la chambre avec un petit panier ou un coussin là, à côté du lit. Donc, on a l'effet proximité, apaisement, mais de ne pas le mettre dans le lit même, là, en fait. Donc, ça, c'est un des aspects. On parlait dans les vrais ou faux aussi du café. À partir de quelle heure qu'on devrait recommander les gens à cesser la prise de caféine? Je pense du thé aussi, là, parce que ça peut être un stimulant. Oui, tout à fait. Mais c'est surtout le café, là, mais en fait, ce qui arrive, c'est que ça aussi, il y a une composante très individuelle, donc dans la métabolisation du café. Donc, on a tous un cousin là, qui boit un expresso, double expresso, party de Noël, puis s'en va se coucher, il dort très bien. Et on a d'autres là, qui doivent arrêter de consommer après 10 heures le matin, là, parce que, bon... ce que les gens savent pas, c'est que de prendre un café, la caféine est longue à métaboliser. Donc, si je prends un café à 10 heures du matin, puis je vous prends une prise de sang, à 2 heures du matin, il en reste encore de votre café de 10 heures le matin. Donc, c'est très, très long à métaboliser. Mais pour arriver à une courbe là, sérique là, acceptable, propice au sommeil, on recommande de ne pas boire de café après 14 heures. Mais encore une fois, c'est très individuel. Il y a des gens que même 14 heures, c'est trop tard pour eux. Il faut qu'ils arrêtent de consommer avant ça et après se tourner vers des produits, donc du café déca ou etc. Ouais. Puis au niveau des écrans, les écrans, par exemple, là, sur nos téléphones, les tablettes, on peut mettre mode nuit. Oui. Qu'est-ce que tu en penses de ça pour le sommeil? Écoute, c'est quand même une initiative qui n'est pas mauvaise en tant que telle. Ce qu'on sait, en fait, c'est que, et pourquoi qu'on focus tant sur les écrans en soirée, c'est que la mélatonine, qui est notre hormone de l'endormissement, est sécrétée en soirée. Et pour qu'elle soit pleinement sécrétée et bénéfique pour nous amener dans les bras de Morphée, elle a besoin de pénombre. Donc, plus l'obscurité se fait sentir en soirée, bien, plus elle est libérée et elle est efficace pour nous amener à bien dormir en début de nuit surtout. Donc, c'est une hormone qui déteste la luminosité. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande le soir de tamiser vos lumières ambiantes. Et les écrans bleus, en fait, ce qui arrive, c'est qu'on tient nos dispositifs, là, les tablettes, on les tient proches, en fait, de nos yeux. Et oui, il existe des filtres pour atténuer la lumière bleue. Ce que les études montrent, en fait, c'est que oui, ça diminue l'intensité de la lumière, la quantité de filtres là, de luxe qui atteint vos bâtonnets, les fameux bâtonnets. Mais quand même, il y a un effet sur la libération de mélatonine. Elle est moins là, elle est moins performante, même avec le filtre de lumière bleue. Donc, bien,
Parlant de mélatonine, c'est une question qu'on a souvent. Est-ce qu'on peut en prendre pour aider des enjeux d'endormissement? Est-ce que c'est sécuritaire? Est-ce qu'on devient dépendant? Qu'est-ce que vous auriez à dire sur la mélatonine? La mélatonine. Donc, la mélatonine, en fait, bien, premièrement, c'est un produit naturel. Ouais. Ce que les études montrent, c'est que la plus petite dose, la plus efficace. Alors que quand on se promène en pharmacie, moi, je suis toujours un peu choquée. On a toujours la boîte de mélatonine super extra dose, extra puissant, longue action, tout ça. Mais la mélatonine, en fait, c'est une hormone qui doit être présente dans votre corps en début de nuit. En fin de nuit, on veut qu'elle soit métabolisée parce que sinon, si vous prenez une trop grosse dose, quand vous allez essayer de vous réveiller le matin, vous allez être encore en train de la métaboliser, puis vous allez avoir, en bon français, vous allez être gommé, là. Vous allez avoir de la difficulté à vous réveiller et à démarrer votre journée. Donc, vous allez avoir bien dormi, mais là, vous allez avoir un autre problème. C'est le matin, vous allez avoir de la difficulté. Donc, souvent, ce qu'on recommande, c'est de prendre la plus petite dose possible. Donc, je pense que les comprimés les plus petits, c'est des 3 mg, puis même, ce qu'on recommande, c'est des couper en 2. Donc, partir avec votre comprimé, une petite dose, de la prendre 30 à 60 minutes avant d'aller dormir. Il faut être constant dans l'administration. Il faut l'essayer au moins 2-3 semaines, à moins d'avoir une réaction très aversive, de ne pas tolérer ça. Il faut vraiment, pour s'assurer si c'est bon pour nous, de la prendre pendant 2-3 semaines. Et ça doit s'accompagner de bonnes habitudes de vie. Donc, si vous gardez la lumière, là, vous êtes c'est ça, très stimulé, puis vous prenez votre comprimé de mélatonine ou les écrans très, très près, votre comprimé ne fera pas effet. Exact. Parce que la mélatonine n'aime pas la lumière. Même si elle est en comprimé, elle ne l'aime pas plus. Donc, j'ai beaucoup de parents qui donnent la mélatonine, puis ils mettent l'enfant devant une émission, puis je leur dis, mais non, ça ne marchera pas. Non, c'est le temps de le bain, le livre, donc l'histoire, tout ça. Donc, c'est ça. Tu sais, des fois, les gens me disent, écoutez une série, ça me calme, mais j'aime mieux qu'ils l'écoutent à la télé que sur leur iPad. Je veux éloigner l'écran du champ visuel, là. Tu sais, là, je veux qu'ils le voient, là, mais je veux pas qu'il soit collé sur l'écran. Et donc, la plus petite dose, la plus efficace. Et donc, c'est ça. Il y a un faible pourcentage de personnes, là, entre 5 et 10 % des gens, la mélatonine ne leur va pas. Dès la première nuit, là, ça les rend tout croche. Ils se réveillent beaucoup, ils font des cauchemars. Ils ne tolèrent pas la mélatonine en comprimé. Donc là, il ne faut pas se forcer. Mais si vous la tolérez puis vous voulez l'essayer, il faut juste être constant. Les études montrent surtout un gain thérapeutique dans les 3 premiers mois d'utilisation. Après ça, on s'habitue un peu. Donc, si vous voulez continuer la mélatonine à long terme, ce qu'on demande, c'est d'arrêter peut-être une semaine ou 2, puis après de repartir, là, pour faire un reset à votre corps. Mais, tu sais, mes collègues neurologues ou physiatres, là, ils me disent tout le temps, il n'y a pas vraiment de contre-indication à être sur la mélatonine là, sur une longue période. Là. C'est juste qu'à un moment donné, le corps s'habitue un petit peu. Fait que vous faites une petite pause, puis vous recommencez. Donc, le fait d'en prendre ne fait pas que notre corps en synthétise moins? Aucunement. OK. Aucunement. C'est une question que j'ai souvent en bureau. C'est une crainte Puis c'est correct que les gens se posent la question. Bien, c'est très bien, c'est très simple. Mais, OK. Oui. Le magnésium, j'ai souvent des questions sur le magnésium qui aurait des bénéfices au niveau du sommeil. Oui. Donc, si je reviens à la mélatonine très rapidement, la mélatonine, c'est bon si vous avez de la difficulté à vous endormir, puis aussi à rester endormi dans le début de la nuit. Ça, c'est super pour vous. Maintenant, si vous êtes quelqu'un qui fait beaucoup d'éveil pendant toute la nuit, puis qui se lève le matin vers 4 heures, puis vous avez de la difficulté à vous rendormir, puis vous êtes... il y a une composante anxiogène là, à vos éveils. Le magnésium est bien parce que c'est un relaxant. C'est un relaxant musculaire, tout ça. Et donc, en toute franchise, il peut être bien dans ces circonstances-là. Donc, c'est un peu un essai-erreur. Il y a des gens qui vont... selon la problématique de sommeil, si c'est beaucoup en début de nuit, souvent on va suggérer de commencer par la mélatonine. Mais si c'est toute la nuit qu'il y a des éveils soutenus, on va y aller avec la mélatonine, le magnésium, excusez-moi, pour avoir un effet de sommeil consolidé. Mais c'est un peu un essai-erreur. Il y a même des comprimés combinés maintenant. Vous pouvez avoir de la mélatonine et magnésium ensemble. Donc, c'est un peu... vous parliez de l'agenda de sommeil. Quand on veut prendre des suppléments comme ça pour améliorer notre sommeil, il faut faire un petit travail
travail de documenter. Bon, je commence avec la mélatonine, tant de temps, c'est quoi l'effet sur mon sommeil? Après, vous pouvez changer, essayer pour le magnésium, qu'est-ce qui vous convient de mieux? C'est un peu un essai-erreur, mais les deux produits sont en vente libre, sont sécuritaires, et puis c'est ça. Mais le magnésium, il y a une gamme inestimable de produits. Il y a différentes formes de magnésium, hein, glycinate, biglycinate. Il y en a qui ont un effet un peu plus laxatif, d'autres pas. Fait que je pense que j'inviterais les gens à demander un avis à un professionnel au besoin pour faire attention. Là. C'est vrai. Contrairement au à la mélatonine. Mélatonine, c'est de la mélatonine. Le magnésium, c'est vrai qu'il y a différents composés de magnésium. Puis le magnésium aussi, il peut avoir une influence avec les médicaments que les gens prennent. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre pharmacien. Il connaît votre dossier, il va être capable de vous conseiller. Donc, c'est un très bon message que vous faites là. Quelqu'un qui ne réussit pas à dormir, qu'est-ce qu'il doit faire? En fait, l'important, c'est de voir vos perturbations du sommeil. Est-ce qu'elles ont, oui ou non, un impact sur votre fonctionnement au quotidien? Ouais. Donc, si tel est le cas, il faut absolument aller consulter. Donc, ça, c'est très important. Donc, service de première ligne, donc IPS, médecin de famille. Donc, il faut aller consulter dès que les perturbations du sommeil affectent le fonctionnement au quotidien. Comment ça pourrait les affecter? Donc, quand on parle d'une notion de trouble, parce qu'on peut avoir des difficultés de sommeil, mais quand on a un trouble de sommeil, c'est qu'il y a un impact fonctionnel, par exemple. Donc, difficulté au niveau de l'accomplissement des tâches au quotidien, de la somnolence, de la grande fatigue, qui n'était pas là auparavant, bien sûr, c'est un changement. Difficulté de concentration qui n'était pas là encore une fois auparavant. Il y a eu des changements dans notre état. L'irritabilité. Si on sent que nos difficultés de sommeil affectent notre humeur, donc, on sait que les difficultés de sommeil, il y a beaucoup de liens avec les troubles anxieux puis la dépression. Donc, si on sent qu'il y a un changement à ce niveau-là, il faut aller consulter. Puis, il ne faut pas nécessairement attendre jusqu'à temps qu'on soit dans les critères du trouble de l'insomnie. Tu sais, pour avoir un trouble de l'insomnie, il faut vraiment qu'on vive des perturbations de sommeil 3 jours ou plus par semaine pendant 3 mois consécutifs. Mais tu sais, j'ai le goût de vous dire, si jamais ça fait 1 mois que vous ne dormez pas bien puis vous avez un impact majeur sur votre qualité de vie, votre fonctionnement, tout ça, attendez pas 3 mois avant d'aller consulter, vous pouvez y aller avant, tu sais, bon. Puis souvent aussi, en bureau, je le nommais, oui, les gens consultent souvent, les gens veulent des somnifères. Mais souvent aussi, à la maison, il y a quelque chose qui n'est pas fait correctement. La routine doit être revue. Combien de temps qu'ils restent dans leur chambre? Les gens s'endorment devant la télévision. Ils restent dans le lit pendant 40 minutes, ne sont toujours pas réveillés. Dans le fond, avant de donner des somnifères, je pense qu'il y a plusieurs petites choses qui doivent être travaillées. Qu'est-ce que tu vas suggérer concrètement à ces gens-là avant justement d'aller vers les somnifères? À tout le monde. À tout le monde. Quelle est la routine de sommeil idéale? Oui, mais les somnifères, en fait, parfois, ils sont nécessaires quand les gens ont vraiment une perturbation très, très sévère, ce qui fait en sorte que tout ce qui est enseignement, changement de comportement, ne sont pas dans un état de le faire parce qu'ils ont besoin qu'on diminue le hamster, là, qu'on atténue, qu'on ferme les rideaux là, artificiellement pendant quelques temps. Mais ce qu'il faut savoir, c'est ça, c'est que le sommeil, c'est un comportement qui est modifiable et en grande majorité du temps, il est traitable par des approches non pharmacologiques. Donc là, vous m'avez parlé de la routine du sommeil, d'implanter des bonnes stratégies d'hygiène de sommeil. Oui. Donc ça, c'est super important. Donc on parle notamment d'avoir une heure de lever puis de coucher régulière, de dormir dans un milieu avec une température basse. Hein. La température idéale, c'est 17 à 18 degrés. Donc, parce que ce qui peut nous réveiller, c'est l'élévation de notre température. Donc, s'il fait trop chaud dans la chambre, ça amène des micro-éveils. Tout à fait.
Donc, la lumière ambiante également. Pourquoi qu'on veut dormir dans une pièce le plus obscure possible? C'est pour maintenir notre mélatonine qui n'aime pas du tout la luminosité. Si vous vous réveillez la nuit, on va vous demander, pour aller aux toilettes par exemple, on va vous demander de rester dans la pénombre justement pour maintenir votre mélatonine dans votre cerveau. Les études montrent que lorsqu'on s'expose à la lumière pendant la nuit, même si c'est très bref ou qu'on regarde même notre écran, la courbe de mélatonine chute drastiquement dans notre sang et ça prend 2 heures à revenir. Donc, si on s'expose à la lumière pendant la nuit, il est fort probable que vous allez avoir de la difficulté à vous réendormir. Or, si vous vous réveillez, ça arrive toujours, là, il y a plein de choses qui nous réveillent dans la nuit, mais que vous ne vous exposez pas à la lumière, ou en tout cas pas de lumière forte, bien, vous allez être capable de vous rendormir plus vite. Donc, ça, c'est plein de petits trucs par rapport à l'hygiène. Il faut se fatiguer suffisamment pendant la journée, donc être actif dans notre journée. Donc, si on a fait le couch potato toute la journée, mais des fois, on n'est pas assez fatigué pour aller dormir. Donc, ça reste dans l'hygiène du sommeil. Donc, c'est une des composantes qui est très importante. Une autre composante, c'est vraiment la gestion du stress. C'est un des enjeux majeurs et c'est souvent une composante lorsque les gens viennent consulter puis qu'on fait le tableau clinique avec eux. Il y a beaucoup de stress dans le travail, à la maison, tout ça. On voit que c'est une composante. C'est comme une toile de fond qui est omniprésente puis qui perturbe beaucoup le sommeil. Donc, il faut gérer le stress, en particulier avant d'aller dormir. OK? Donc, il faut vraiment atténuer le stress, éviter la rumination avant d'aller dormir. Donc, des pratiques de relaxation, de respiration, du yoga, tout ce qui peut nous faire décrocher, se détendre, écoute, on va le prendre. Ça, c'est très important. Des fois, je dis à mes patients, aux patientes qui ont beaucoup de rumination, de garder une feuille de papier puis un crayon. Puis des fois, quand il y a trop de pensées, de les écrire parce qu'ils ont une crainte d'oublier les pensées. Puis là, ils répètent sans cesse. Donc, le fait de l'écrire peut apaiser en disant « je l'oublierai pas », il est écrit. C'est écrit. C'est un très bon... Se garder un petit calepin sur la table de chevet. Donc, ça, c'est un excellent truc. Puis le troisième, en fait, c'est vraiment la restriction de sommeil. C'est-à-dire de garder le lit pour le sommeil et, les activités conjugales, bien sûr, mais le sommeil, principalement. Donc, il y a les gens qui viennent consulter pour des troubles du sommeil, souvent, quand on fait un historique, utilisent le lit pour plein d'autres choses. Ils vont travailler le soir avec leur laptop dans le lit, fait que là, le lit devient une source de stress, ou justement, ils sont fatigués parce qu'ils ont des perturbations du sommeil, fait qu'ils vont, dès qu'ils sont fatigués un peu, ils vont aller s'étendre dans le lit, fait que le cerveau fait plus la différence entre mon lit, c'est quand je suis fatiguée ou quand je m'endors, tu sais, alors que le lit devrait être un milieu où ce qu'on dort, et là, c'est un lieu de plein de choses, donc il faut quand même reconstruire un petit peu cette relation-là avec le lit. Donc, le lit, on doit le garder pour dormir seulement. On en parlait tantôt aussi, tu sais, de pas manger trop tard, l'activité physique aussi, qui a vraiment des réels bénéfices. Puis, tu sais, la médication amène une panoplie d'effets secondaires, les troubles de mémoire, au niveau de la concentration. Dans tes traitements non pharmacaux, en fait, là, le plus optimal ou le plus efficace que tu suggères, ça serait lequel? En fait, le traitement qui est le plus approprié pour l'insomnie, c'est la thérapie cognitivo-comportementale pour l'insomnie qui reprend les grands principes que je viens de vous parler. Donc, l'hygiène de sommeil, le contrôle des stimuli perturbateurs et également la restriction de sommeil. Également, pour les personnes qui ont une composante traumatisme, là, comme un PTSD, etc., bien, il y a la gestion des cauchemars qui rentre là-dedans parce qu'il y a des gens qui ne dorment pas parce qu'ils ont des flashbacks de certains événements de vie. Fait que ça, c'est les comme 4 grands piliers, la thérapie cognitivo-comportementale pour l'insomnie. Les études montrent que c'est le traitement de première intention donc, c'est ça. En fait, pendant plusieurs années, l'insomnie a été vue comme un symptôme secondaire, une comorbidité à la dépression, tout ça. Donc, on traitait la dépression ou l'anxiété avec des médicaments, puis on se disait que l'insomnie allait s'améliorer. Mais ce qu'on sait, les nouvelles études montrent que, au contraire, les perturbations du sommeil puis l'insomnie, c'est un précurseur. Donc, tant qu'on ne l'adresse pas,
la dépression ira jamais vraiment mieux, puis les troubles anxieux vont toujours revenir. Donc, quand on a un problème de santé mentale qui nous amène à consulter, c'est important de regarder si les gens ont de l'insomnie et de traiter l'insomnie en majorité avec des principes qui sont dérivés de la thérapie cognitivo-comportementale. Qui pourrait faire ça? Il y a les psychologues, là? Est-ce qu'il y en a d'autres? Ben oui, il y a des médecins, n'importe qui a suivi une formation. Okay. Donc, une infirmière peut être habilitée à faire la thérapie cognitivo-comportementale. L'important, c'est d'avoir une formation en bonne et due forme, accréditée, où il y a des notions, bien sûr, théoriques, mais il y a une supervision clinique par la suite. Okay. D'ailleurs, l'Université de Montréal a ouvert, là, je fais de la promotion pour mon université, mais un DESS en santé du sommeil qui a ouvert là, au mois de septembre. C'est un micro-programme de 2e cycle qui peut être en complément d'un programme clinique. Donc, une IPS pourrait faire ce programme-là par la suite pour être spécialisé dans le sommeil. Les psychologues, certains psychologues le font par la suite pour être formés en thérapie cognitivo-comportementale. Puis en quoi ça consiste? Là, on entend souvent la thérapie cognitivo-comportementale, mais concrètement, qu'est-ce qu'on cherche à faire? Donc, vraiment, ce qu'on cherche à faire, là, c'est ça, c'est qu'on rencontre le patient et c'est des rencontres qui sont soutenues dans le temps. C'est une thérapie du sommeil en tant que telle. Donc, on va faire le tour avec le patient, pourquoi il ne dort pas, tout ça, son historique. Et on va vraiment travailler sur les 4 grands piliers dont je fais part. Qu'est-ce qu'il fait par rapport à l'hygiène de sommeil dans son quotidien, dans sa routine pré-dodo. Donc, on va faire une cartographie de ça. On va adresser l'anxiété. Donc, c'est ça. Donc, certaines personnes, on va les envoyer vers l'hypnose, l'acupuncture. Donc, il faut diminuer l'anxiété pour la diminuer. Et ensuite, on va faire la restriction de sommeil. Puis ça, c'est la partie qui fonctionne le plus puis qui est le plus difficile. Mm-hmm. Donc, avec l'agenda de sommeil, on va calculer ce qu'on appelle l'efficacité du sommeil. Souvent, les gens qui consultent pour des difficultés d'insomnie ont une efficacité du sommeil 70% et tout. Puis ce qu'on sait, c'est que pour avoir la perception d'avoir un sommeil récupérateur, il faut avoir une efficacité de sommeil à peu près de 90%. L'efficacité de sommeil, c'est le temps que je passe au lit, couché, sur mon matelas, quelle proportion de temps je dors réellement. Donc, on veut que ça soit 90% du temps que vous dormez. Puis, rapidement, il y a différents types d'insomnie. On parlait d'insomnie initiale, donc c'est la difficulté à tomber endormi. Oui. Il y a l'insomnie de maintien, donc on n'est pas capable de rester endormi. Puis, il y a de l'insomnie terminale, donc les gens se réveillent très, 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 très tôt. Quand les gens se réveillent la nuit, là, c'est quoi qu'on leur recommande de faire? Parce qu'il y en a qui vont tourner. Tout à fait. Donc, ce que les recommandations disent, c'est lorsque vous vous réveillez la nuit, si vous n'êtes pas capable de vous rendormir à l'intérieur de 20 minutes, on va vous demander de sortir du lit. Mm-hmm. Justement pour garder cette association avec le lit, c'est fait pour dormir et pas pour ruminer puis tourner en rond. Là. Donc, on va vous demander de sortir du lit, de faire une activité calme. Donc là, on évite encore une fois d'aller avec la grosse tablette puis tout ça, mais d'aller vous poser dans le salon, lire tranquillement, donc de faire quelque chose de relaxant et de revenir au lit lorsqu'on sent le sommeil nous regagner. OK? Donc ça, c'est vraiment les bonnes pratiques en termes de ce qu'il faut faire. OK. On disait aussi, rapidement, avec la ménopause, je ne veux pas qu'on passe trop de temps là-dessus, mais il y a aussi des enjeux de sommeil. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Bien, en fait, l'estrogène, c'est dans le cycle menstruel de la femme, là, pendant la phase folliculaire où l'estrogène augmente, c'est la période du mois où on dort le mieux. En fait, on est top shape, on est plein d'énergie dans la journée. Puis le soir, on dort bien. On va chercher nos stades de sommeil profond facilement. On se sent revigoré le matin. Bon, ça, c'est super. Quand on avance en âge avec la ménopause, bien, progressivement, l'estrogène s'atténue, tout ça. Puis c'était notre hormone qui nous aidait à dormir. Donc là, qu'est-ce que vous voulez? Donc, on a plus de difficultés à aller chercher les stades de sommeil profond, puis le sommeil REM également, hein, donc avec les petites sautes d'humeur qui s'en suivent, etc. Et les femmes qui sont en périménopause, on vous disait, je me sens plus fatiguée, j'ai plus de misère, je dors, mais je me réveille, je me sens moins ressourcée.
t'sais. Donc, ça, c'est un des effets de la ménopause. Également, il y a tous les symptômes vasomoteurs, donc bouffées de chaleur et également les sueurs nocturnes là, qui peuvent survenir avec la ménopause, qui sont vraiment très désagréables. C'est un gros désagrément. Heureusement, pour ça, il y a quand même des trucs. Il y a des femmes qui dorment soit avec la fenêtre un peu entrouverte ou avec un bon ventilateur à côté, là. Comme ça, lorsqu'ils ont une bouffée de chaleur, qu'ils sentent, ils vont diriger le vent vers eux très rapidement et se réendormir. Donc ça, c'est une façon de faire. Aussi, se coucher avec des vêtements qui respirent, là. On laisse le polyester là, de côté de grâce et maintenir la température de la chambre assez basse. Puis il y a même des études qui montrent, là, je l'ai essayé avec des patientes, là, pour ceux qui ont vraiment des perturbations du sommeil liées aux bouffées de chaleur là, régulièrement, de se passer les poignets sous l'eau glacée avant d'aller dormir pendant 1 ou 2 minutes. Ça atténue la fréquence des bouffées de chaleur. Fait que traiter la cause aussi, qui pourrait amener des problématiques associées du sommeil. Donc, c'est ça. Et voilà. L'alcool sur le sommeil. Et l'alcool, en fait, c'est que c'est un relaxant. Hein? Donc, quand on boit de l'alcool, on se détend, tout ça. Donc, les études montrent que ça va favoriser l'endormissement. C'est sûr que vous allez vous endormir plus facilement sous l'effet de l'alcool. Le problème, c'est que l'alcool entraîne des activités métaboliques. Hein? Donc, c'est perçu comme une substance toxique par le foie. Fait que le foie va être, notre métabolisme va être très actif à nous désintoxiquer pendant la nuit. Mm-hmm. Donc, ce qui arrive, c'est que souvent, on va se réveiller plus souvent dans la nuit. Donc, on va s'endormir plus facilement, mais notre sommeil va être un petit peu plus perturbé. Donc l'alcool, c'est une fausse bonne solution, là, dans le sens que ça l'aide à l'endormir. Ça nous déshydrate, c'est ça. Puis, on va se lever pour aller uriner, ça nous déshydrate, on va avoir soif et tout. Donc, c'est pas vraiment indiqué. J'avais une dernière question par rapport à ceux qui souffrent de douleurs chroniques ou les gens, justement, qui vont uriner beaucoup dans la nuit. Il y a des éveils fréquents. Est-ce que ça va impacter naturellement la capacité à aller au sommeil profond? Donc, est-ce qu'ils vont constamment être peut-être surfer sur le stade 1 et 2, puis jamais aller dans un stade restauratif? Tout à fait. Donc, on parlait de comorbidité. En thérapie de sommeil, il y a une grande proportion, une masse critique de patients qui ont des enjeux de douleur chronique, sans grande surprise, là, parce que, bon, c'est toujours un petit peu touché à traiter, puis ça cause des réveils fréquents. Fait que la gestion de la douleur pour ces gens-là est super importante. Aussi, là, monsieur, madame, tout le monde qui commence à avoir des troubles arthritiques, pour les patients, on recommande, avant d'aller faire dodo, de prendre un Tylenol arthrite 8 heures là, pour assurer une couvrance pendant toute la nuit. Donc ça peut aider de prendre un Tylenol arthritique 8 heures avant de faire dodo si vous avez une composante arthritique. Ça peut faire un changement chez les gens. Mais oui, la gestion de la douleur est super importante. Je vous dirais que les troubles... les gens qui ont des syndromes de douleur neuropathiques, c'est eux qui c'est plus difficile à traiter, d'avoir un soulagement. Oui, c'est ça, au continu. Fait qu'ils prennent leurs médicaments le matin, ils sont bien dans la journée, puis là, le soir, le médicament tune down, puis là, ils n'ont rien la nuit pour les aider. Fait que souvent, la nuit, c'est des gens qu'on va faire beaucoup de thérapie par le froid. Ils vont faire des applications de glace à la nuque, aux tempes, sur la colonne, avant d'aller dormir pour engourdir les nerfs. Donc ça peut aider. À l'endroit où la douleur est perçue? Oui. OK. Donc, c'est ça, vraiment la thérapie par le froid. OK. Donc, c'est ça. Donc, il y a des trucs aussi de porter des ceintures lombaires, des collets cervicaux pendant la journée. Ça diminue la pression. Comme ça, le soir, quand ils vont se coucher, ils sont moins fatigués. Donc, il y a des trucs comme ça. Mais oui, la gestion de la douleur est super importante. Puis, vous me disiez une autre affaire. C'était par rapport au cycle du sommeil. Puis, en fait, il y a comme une espèce de dette de sommeil qui va s'installer parce que les gens se réveillent constamment dans la nuit. Donc, ils n'arrivent pas à se rendre
rendre au stade récupérateur. Évidemment, c'est un cercle vicieux. Là. Il y a des enjeux de santé mentale qui peuvent en découler, mais c'est quoi les alternatives qu'on a pour ces gens-là pour qu'ils puissent arriver à des stades récupérateurs? Bien, c'est ça. Ça dépend du type de douleur. Oui, ça dépend. Puis, effectivement, il y a des trucs. Mais vraiment, la routine du dodo, pour eux, prend un autre sens. Ouais. C'est de faire en sorte, c'est pas juste les principes d'hygiène réguliers. On rajoute à ça, ils peuvent faire des exercices d'étirement. Parce que c'est souvent des personnes qui vont être ankylosées dans la nuit, puis à un moment donné, ils vont se réveiller, ils vont être très ankylosés. Donc, est-ce qu'ils peuvent faire des étirements doux avant d'aller faire dodo, application de glace localisée, prise, s'il y a une composante inflammatoire, prise d'un Tylenol arthritique longue action. Il y a des petits trucs comme ça qui peuvent être faits. Mais c'est vrai, c'est important de bien traiter la douleur parce qu'à un moment donné, c'est un cercle vicieux. S'ils ne dorment pas bien, ils tolèrent moins bien la douleur le lendemain, puis là, ils sont fatigués, puis là, ça recommence, puis là, c'est un cercle infernal, Absolument. en fait. Ouais. C'est tellement intéressant. Je pourrais parler du sommeil pendant des heures. On a une question spéciale qui est présentée par l'OIQ, qui est l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec, qui supporte notre projet. Comme tu sais, Caroline, l'Ordre est là pour protéger le public. On cherche à savoir concrètement dans ta pratique d'infirmière, comment est-ce que tu fais pour t'assurer d'avoir une pratique sécuritaire? Oui. Donc, moi, je suis infirmière-chercheuse, donc je vois les patients dans des contextes de protocoles cliniques qui ne sont pas encore finalisés, qui sont en cours de validation. Donc, c'est important pour moi, quand on approche les patients pour faire partie de nos recherches, d'avoir un consentement tout d'abord qui est éclairé pour que les gens puissent s'engager dans ces protocoles-là, qui, oui, peuvent les aider, mais qui aient pleine connaissance de cause là, dans leur engagement dans ces protocoles-là. C'est important également pour moi de leur offrir les protocoles qui sont à la lumière des dernières évidences. Donc, il faut quand même qu'il y ait un aspect sécuritaire qui soit respecté. Donc, je travaille pas avec des souris, je travaille avec des vraies personnes. Puis également, en tout temps, il y a un monitoring avec les patients qui se font de façon soutenue. Donc, si jamais on sent que le protocole ne convient pas à la personne ou la fait décompenser, ben on a un lien étroit avec les équipes cliniques, puis on va arrêter ça. Là. Le but, c'est que ça soit quand même une expérience gagnante pour les patients. Donc, c'est très, très important en recherche. Super intéressant ce que tu dis, Caroline. Si on avait des messages clés, en fait, qu'on voudrait que nos auditeurs retiennent aujourd'hui, qu'est-ce que tu leur dirais? Le sommeil, c'est important. Ça doit être priorisé dans nos vies. C'est un des piliers de la santé durable, comme l'alimentation et le sport. On doit s'éduquer sur le sommeil. Donc, il y a de l'information qui est disponible sur des sites officiels, je vous dirais, là, comme je vous parlais de la campagne Dormez là-dessus, là, qui est quand même un site officiel. Donc, c'est important de s'informer. C'est important aussi de s'auto-monitorer, de ne pas hésiter à aller consulter si on sent que le sommeil perturbe nos activités au quotidien. Il faut aller rechercher de l'aide par un professionnel, en première ligne notamment. Et surtout, garder de l'espoir. Il y a plein de gens qui sont un peu tristounés. « Oh, je dors pas bien, ça fait longtemps, mais il n'y a rien à faire. » Non, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites par rapport au sommeil. Le sommeil, c'est un comportement acquis. Donc, qui se traite très, très bien de façon non pharmacologique quand on a les bons traitements au bon moment. Donc, j'ai beaucoup aimé, en début d'épisode, te mentionner que c'était modulable. Oui. Puis que c'est dans le message d'espoir, c'est que même si ça fait longtemps qu'on a des défis de sommeil, il faut être patient. Parce que ça ne se réglera pas en une semaine. Comme chaque habitude, si on a l'habitude d'avoir le téléphone avant de se coucher, ben c'est peut-être pas réaliste dès le début de dire je vais l'enlever 1 heure avant. Mais de se dire je vais couper de 5 minutes, puis de 5 minutes. Au même titre que la régularité du sommeil, au lieu de dire qu'il faut que ce soit à 9 à 7 à tous les jours, on peut, de part et d'autre, réduire ou augmenter notre sommeil. Fait que je pense que c'est le message que moi, je dirais aux gens, c'est d'être patient, de s'observer, de se connecter à ce qu'on vit, puis d'y aller avec des petits objectifs sur une plus longue période de temps, puis on peut y arriver, là. Oui. Tout à fait. Absolument. Puis de ne pas penser en fait qu'il n'y a pas de solution, puisque beaucoup de gens aussi font de l'anxiété en lien avec le sommeil. Un volant qui arrive, « Oh mon Dieu, je vais être capable de m'endormir, qu'est-ce qui va se passer? » Donc oui, il existe des solutions, puis souvent le somnifère n'est pas le bon traitement. Mais pas à long terme, en tout cas. Exact.
Non, c'est ça. Donc, si je peux revenir sur le somnifère, c'est que c'est vraiment un traitement d'appoint. C'est comme une béquille. Comme une béquille. Hein? Une béquille, on a ça, 2 semaines. Après, on la met de côté, puis il faut faire de la réadapte. Mais c'est la même chose pour le sommeil. Le somnifère, c'est vraiment un traitement d'appoint pour des cas plus extrêmes qui ont vraiment besoin d'un support moléculaire. Mais par la suite, il faut vraiment rentrer dans des approches non pharmaco. Merci, Caroline. Je rappelle que vous êtes professeure à l'université, en fait, la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal. Vous avez un post-doctorat avec une spécialité en sommeil. Merci d'avoir pris le temps. Puis c'est un très beau modèle de parcours infirmier, d'aller dans la sphère de la recherche, puis de contribuer là, à la qualité des soins. Si jamais l'épisode a été intéressant, vous pensez que quelqu'un pourrait en profiter de ces bons conseils qu'on martèle depuis si longtemps, n'hésitez pas à partager l'épisode. Donc, d'ici là, prenez soin de vous.